Bonjour Claude. Bonjour Jean. Je suis très heureux de te revoir. Alors nous allons aujourd'hui pas parler de ta longue carrière de dirigeant au Parti communiste et notamment de dirigeant wallon, mais plutôt du livre que tu as écrit il y a déjà 50 ans, qui est ici et qui s'intitule « Octobre 1917 et le mouvement ouvrier ». Ça datait de 1967, je pense, ton livre, c'était paru en 1967. 1967. C'est-à-dire 50 ans après la Révolution d'octobre. C'est ça. Ben, à l'origine, j'étais devenu un fondateur, plus exactement un fondateur concret de la fondation Jacques Motte, qui n'existait alors que sur le papier. En même temps, j'étais secrétaire de Burnel, le président du parti à l'époque, pas président, mais c'était un secrétaire général encore, je crois. Et à cette occasion-là, j'ai constaté que le Parti communiste n'avait pratiquement plus d'archives. Et comme je venais d'écrire un autre livre sur la conquête du suffrage universel en Belgique, je suis resté sur ma lancée et je me suis dit, au fond, j'ai déjà pas mal de documents sur la période du POB en même temps que celle de la Révolution d'octobre, et ce serait l'occasion d'aller à Moscou, s'il y a la possibilité, pour compléter nos archives qu'ils avaient, eux, au Comintern. Ce que j'ai fait, avec l'accord du parti, bien sûr, c'est d'ailleurs encore ici la carte d'entrée des archives du... Ah, c'est historique. Oui. Et ça m'a servi beaucoup pour... Et tu as trouvé beaucoup de documents utiles en français? Beaucoup de documents utiles en français, bien sûr. Tous les documents qui avaient trait aux relations entre le Comintern et le Parti communiste de Belgique. Alors, on va revenir, bien sûr, Claude, dans un moment à ton livre, et surtout au lien entre le mouvement ouvrier, la naissance du Parti communiste en Belgique en 1921 et les événements d'octobre 1917. Mais donc, je disais d'entrée de jeu que le livre datait de 1967, c'est-à-dire le 50e anniversaire de la Révolution d'octobre, et nous allons bientôt commémorer le 100e anniversaire de la Révolution d'octobre. Donc nous avons un recul supplémentaire de 50 ans aujourd'hui. Une autre vision. Une autre vision. Si tu devais reprendre l'écriture, bien sûr c'est un livre historique, donc l'histoire est l'histoire, il y a des choses qui ne bougent pas, mais est-ce qu'il y a des éléments d'analyse que tu reprendrais d'une façon un peu différente avec le recul, les événements aussi qui se sont déroulés dans le monde depuis une cinquantaine d'années? Je dirais inévitablement. Ce qui ne veut pas dire que je renie ce que j'ai écrit. Bien sûr. Ce serait surtout des modifications, compte tenu du fait qu'il y a eu le 20e congrès du PCUS, et puis... En 1956. 1956, oui. Et tous les événements qui se sont succédés lorsque l'Union soviétique a commencé à ouvrir une nouvelle politique plus belliqueuse, notamment en Tchécoslovaquie, l'année suivante. L'année suivante. Alors je dirais que si j'avais écrit ce livre en 1968, après les événements de Prague, déjà il y aurait eu des modifications, à commencer par la dernière phrase. Oui. Je dirais même la dernière ligne, qui est... Les progrès économiques et les succès politiques de l'URSS devaient par la suite modifier rapidement et heureusement les formes de notre solidarité, de notre attachement à l'Union soviétique, mais seulement les formes. Alors je dirais, là je n'écrirais plus ça aujourd'hui et je n'aurais plus écrit ça en 1968. Et tu écrirais quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je ne sais pas, à vrai dire, mais autre chose certainement. Mais je dirais aujourd'hui, à l'époque, nous avions de bonnes raisons d'écrire ce que nous avons écrit. Et nous n'avions pas prévu les développements nouveaux qu'allait prendre la politique soviétique
Parce que, et je profite de le dire à cette occasion, il y avait eu la Hongrie en 1956. On a beaucoup comparé la Hongrie et la Tchécoslovaquie, en considérant que déjà en 1956, cette politique critiquable avait été mise en œuvre. Là, je dis non. En Hongrie, en 1956, il y a eu une vraie et véritable contre-révolution animée par des forces réactionnaires, alors que ce n'était pas du tout le cas en Tchécoslovaquie. Lors du printemps de Prague. Lors du printemps de Prague. Et c'est ça, pour cette raison-là, que nous l'avons condamné, sans l'avoir fait pour la Hongrie. Je vais te reposer la question, Claude, d'une autre manière. Aujourd'hui, donc 100 ans après la Révolution d'octobre, quelles leçons utiles peut-on tirer des événements de l'époque auxquels on va revenir, vers lesquels on va revenir, dans le contexte d'aujourd'hui, que toute cette jeunesse qui aspire à une société différente, à moins d'injustice, à plus de démocratie, quelles leçons on peut retenir de la Révolution d'octobre? Je pense que la Révolution d'octobre, l'existence même d'une expérience ratée in fine de la réalisation du socialisme, tout cela a contribué à dynamiser le mouvement ouvrier mondial. Et plus tard même des peuples. Je crois que, prenons l'exemple de la Belgique et du mouvement ouvrier belge, en 1913, il y a encore eu la 3e grève générale pour le suffrage universel. Défaite complète. La plus lourde défaite jamais connue. En 1918, juste à la veille de la fin de la guerre, le roi Albert reçoit un socialiste belge, Édouard Ansel, et un libéral de gauche, Paul-Émile Janson, pour discuter de quoi? Comment va-t-on faire pour instaurer le plus rapidement possible le suffrage universel, alors que la Constitution l'interdit? Ils avaient peur de la propagation des idées de 1917. 1917. Ça d'ailleurs a été un phénomène général. Pas seulement cela d'ailleurs. Lorsque on songe à ce qu'on considère aujourd'hui comme une banalité, les 8 heures, la loi des 8 heures, on oublie que cette loi des 8 heures a été une des revendications maîtresses du mouvement ouvrier en Europe et aux États-Unis pendant des décennies. Or, il a fallu la guerre mondiale, la Première Guerre mondiale et la Révolution d'octobre pour que la loi des 8 heures soit votée. Par conséquent, indépendamment des erreurs commises et même catastrophiques plus tard, cette révolution a apporté quelque chose de neuf et de dynamique à l'ensemble des forces démocratiques à l'échelle mondiale. Il en a d'ailleurs été de même plus tard, lorsque on pense à la décolonisation. Je ne parle pas à ce qu'elle est devenue, ça c'est un autre problème, mais le fait est que si le monde a abandonné la colonisation comme le Congo belge, l'Empire britannique, etc., c'est dans une large mesure parce que les forces progressistes de l'époque qui se battaient pour l'indépendance avaient un appui important dans l'existence de pays socialistes et de l'Union soviétique en particulier. Nous avions donc à ce moment un monde, avant la chute du mur de Berlin, un monde multipolaire qui a, si je te comprends bien, favorisé l'émergence des mouvements de libération nationale et de la décolonisation. L'apport historique subsiste. Et aujourd'hui, on est dans un monde plutôt de la pensée unique qui est dominé par un camp. Je constate que l'échec de la construction du socialisme réalisé, disait-on à l'époque, cette disparition a donné lieu à un chaos mondial sans précédent. Nous le constatons tous les jours, il suffit d'écouter les émissions de la télévision et les informations qu'elles donnent, ou les journaux.
on va revenir à octobre 1917 et puis aux réactions du mouvement ouvrier, à ce qui s'est passé au sein du POB, donc le mouvement socialiste à l'époque, et les conditions d'émergence du petit parti communiste en 1921. Mais encore une question par rapport à l'actualité d'aujourd'hui et les leçons d'octobre 1917. Bon, les partis communistes, à l'origine, se sont constitués aussi en solidarité par rapport à la révolution bolchevique. Et la ligne de fracture, je simplifie peut-être un peu trop, mais la ligne de fracture entre les sociodémocrates et les communistes s'est faite, s'est marquée, à l'origine en tout cas, par d'un côté l'aspiration à une conquête révolutionnaire, à une voie révolutionnaire vers le socialisme, c'est-à-dire en s'inspirant de la révolution bolchevique dont on va reparler, et de l'autre côté, des socialistes qui visaient plus la voie parlementaire ou des réformes progressives à travers le vote et menant au socialisme même par petits bonds. Mais au jour d'aujourd'hui, 100 années sont passées et on voit bien, enfin je voudrais avoir ta réaction par rapport à ceci, que la fracture est peut-être dans les conditions d'aujourd'hui, plus entre les sociodémocrates qu'on appelle aussi les sociolibéraux, qui suivent d'une manière plus atténuée, plus lente le diktat du tout à la compétitivité, et de l'autre côté, des réformistes de gauche, qui se prétendent communistes ou autres, mais qui ne remettent pas du tout en cause la nécessité d'une transition vers le socialisme pacifique par la voie parlementaire, s'appuyant bien entendu sur les luttes sociales et le mouvement de la société civile. Est-ce que la référence à octobre et le mot communiste ne deviennent pas quelque part obsolètes? Est-ce que la différence aujourd'hui ne se situe plus entre des réformistes de gauche voulant atteindre à des changements profonds de société et des sociolibéraux? Oui, mais je crois effectivement que ce que l'on appelait avec fierté le socialisme scientifique est devenu aujourd'hui un socialisme utopique, sur la base de l'expérience. Je crois personnellement, c'est une idée personnelle, qu'une époque est terminée. Elle a donné les résultats que j'ai évoqués brièvement. Et nous sommes entrés, je crois, hélas pour longtemps, dans une période de grand chaos. Pendant un certain temps, même après la chute de l'Union soviétique, j'ai cru que l'expérience des méfaits du capitalisme triomphant amènerait sans doute des réactions de reconstitution à gauche d'une force politique révolutionnaire au sens noble du terme. Mais je crois que ce n'est pas le cas. Nous sommes entrés dans une période de chaos qui va durer longtemps, parce que naturellement, que vont devenir les forces qui se manifestent avec tant d'éclat, si j'ose dire, dans le reste du monde, notamment dans les pays arabes? Le terrorisme qui se manifeste, et que quand on écoute les informations, malgré les dégâts que cause le capitalisme dans nos pays, ce qui domine dans les informations, c'est la peur du terrorisme. Exotique aussi, mais importé. Donc je ne me fais pas d'illusions, nous nous sommes battus, mais nous nous sommes battus à juste titre pour une utopie. Mais on a beaucoup discuté ces derniers temps avec les philosophes de la notion d'utopie. Il y a toutes sortes d'utopies, mais il y a des utopies fécondes, parce qu'elles poussent des masses importantes à s'organiser en vue de créer un monde meilleur. C'est ce que nous avons fait, ce que nous avons essayé de faire. Nous avons, comme je l'ai dit, obtenu certains résultats.
Mais maintenant, il faut commencer à réfléchir, et je n'ai pas de solution en poche, comment faire pour reconstituer une force capable d'en finir avec ce capitalisme mondial triomphant, mais comme le disait Lénine, et il n'avait pas tort, en putréfaction. Victor Hugo disait utopie d'aujourd'hui, réalité de demain. Oui, il n'a pas été le seul à le dire. Si je te comprends, il faut redéfinir les utopies, redéfinir. mais pas abandonner l'espoir de transformer la société. Non, bien sûr. Replongeons, Claude, si tu veux bien, dans 100 ans d'hier, n'étions pas nés, ni toi ni moi. Pour bien comprendre la révolution d'octobre 1917, quand on dit octobre, c'est d'ailleurs novembre. Oui, oui. Et ce décalage est lié à un calendrier. Il faut se replonger dans ce qu'était la Russie à cette époque-là, rurale, tsariste, avec un taux d'analphabétisme très, très élevé. Et puis il y a en début 1917 un nouveau gouvernement qu'on a appelé le gouvernement Kerensky, qui a abattu le tsarisme, qui a rétabli les libertés individuelles et collectives. Et dans ce gouvernement, on y reviendra peut-être, il y avait différents ministres, notamment issus de la mouvance socio-révolutionnaire ou menchevique. Lénine, avec d'autres exilés politiques, revient au pays en avril, si je ne me trompe pas, 1917. Et d'emblée, il dit, en arrivant à la station de chemin de fer, voilà, il est hors de question de participer au gouvernement Kerensky. Ce qu'il faut, c'est conquérir le pouvoir par les soviets, c'est-à-dire par les assemblées locales, et essayer, si possible pacifiquement, mais de substituer au gouvernement Kerensky les soviets. Pourquoi les bolcheviks n'ont-ils pas contribué à ce gouvernement Est-ce que cette stratégie, 100 ans après, c'est toujours facile de juger et de revoir l'histoire, mais est-ce qu'elle n'était pas un peu aventuriste? Cette position était celle de la Deuxième Internationale à la veille de la guerre. Deuxième Internationale socialiste. Il y a même, en 1913, dans un congrès du POP, Van der Velde disait « Si une guerre éclate entre la Russie impérialiste tsariste et l'Allemagne, nous souhaitons une victoire de l'Allemagne et nous appelons les travailleurs russes à sauter à la gorge du tsarisme. » Propos de Van der Velde en 1913. Bien, je crois que la vision de Lénine était non seulement celle-là, mais une vision marxiste, en ce sens que c'est Marx et Engels qui, dans la période des grandes agitations révolutionnaires en France, 1830 et surtout 1848, avaient avancé l'idée de la révolution permanente. Une terminologie qui s'est perpétuée, mais qui a pris un sens devenu incompréhensible. Ce que voulait dire à l'époque Marx et Engels, c'était que quand une révolution démocratique bourgeoise éclatait, la classe ouvrière organisée devait se battre pour ses propres objectifs et ainsi dépasser les objectifs de la bourgeoisie démocratique. Ça, c'était une idée théorique fortement implantée dans le crâne de Lénine. Dans les revendications, les conceptions bolcheviques en 1917, il y avait notamment deux choses. Arrêter la guerre, et son lot de souffrances, et collectiviser les terres et améliorer le sort de la paysannerie. Oui, mais même à C'était deux points d'achoppement. Deux points d'achoppement. D'abord, il y avait 3 points d'achoppement. Il y avait ce point-là, 1 million de déserteurs dans l'armée russe, 1 million de déserteurs. Et alors, l'idée que cette révolution allait devenir européenne. 1917, ne l'oublions pas, c'est aussi, en France, les fusillés pour l'exemple.
fusillé déserteur militaire. Oui, oui. C'était une lassitude générale, y compris, on ne le sait pas, dans certaines régions de l'armée allemande, section de l'armée allemande. Alors je crois que Lénine était convaincu au moment où il a lancé ses idées que la révolution partant de Russie allait rapidement devenir européenne et principalement allemande. Pourtant, en Allemagne, la commune de Berlin et les différentes communes, fin 1918, tout début 1919, ont échoué. Ah oui, oui, là, Lénine espérait. C'était la dynamique de la révolution, on croit ce qu'on espère, mais ça ne s'est pas produit comme ça. Ça, c'est évident. Il est vrai que... Alors a commencé le débat qui a duré longtemps et qui est un débat aujourd'hui dont on se demande quel est encore le sens. Est-il possible de construire le socialisme dans un seul pays? C'était un grand débat longtemps. D'accord. Bon, les tensions entre le gouvernement Kerensky et les bolcheviks commencent à s'accroître au printemps. Mais avant de continuer la ligne du temps, est-ce que tu pourrais nous redire, au fond, on a cité donc les forces en présence, les mencheviks, les socio-révolutionnaires, les bolcheviks, conduits par Lénine. Il y a aussi le parti cadet, qui est un parti de droite. Oui. Mais quels sont, au fond, dans le contexte pré-révolutionnaire d'octobre-novembre 1917, quelles sont les positions respectives des socio-révolutionnaires, des mencheviks? Les bolcheviks, on l'a un petit peu, on y a fait allusion déjà. Quelle est la différence entre les mencheviks, les socio-révolutionnaires et les bolcheviks entre le printemps et octobre? Je crois que les socio-révolutionnaires, c'était des gens qui cherchaient leur roi et qu'ils n'avaient pas encore trouvé dans le parti bolchevique. C'était un parti de transition dans une situation chaotique. On peut dire un parti de gauche Oui, un parti de gauche, dont le rôle n'a pas été très important. Les deux pôles, c'était les bolcheviks et les mencheviks. Les mencheviks ont voulu faire ce que les autres partis sociaux-démocrates faisaient. J'ai d'ailleurs ici, j'aurais dû le mettre sur la table, une citation de Jacques Motte. Jacques Motte qui a été le fondateur du Parti communiste. Du Parti communiste. Et il y a quelque chose d'étonnant dans ce qu'il dit sur le plan prévision politique. Je le cite, hein. La période transitoire durera aussi longtemps que la reconstruction nationale. Nous sommes donc au moment où on va démocratiser la Belgique, avec le suffrage universel et les 8 heures. Cela peut durer 50 ans. Nous serons, il est dans le POB à l'époque, nous c'est le POB, nous serons l'aile gauche du Parti libéral, luttant pour des réformes améliorant le sort de la classe ouvrière. C'est une erreur de s'engager dans cette voie. Il faut faire disparaître la cause de notre misère, le régime capitaliste. C'est la réponse. Oui, sauf qu'il y a les moyens. Et donc, fin novembre 1917, peut-être qu'on a manqué dans la chronologie, bon, l'effervescence à Pétrograd, le renforcement du parti bolchevique, la popularisation des thèses auprès de la population. Et attention, l'action contre-révolutionnaire d'une certaine partie de l'armée. De l'armée, bien entendu. Des grands chefs. Bien entendu. Ça a contribué à radicaliser la bataille. Mais il y a un événement, fin novembre, c'est la convocation du peuple russe à des élections pour la nomination d'une assemblée constituante. Cette élection était prévue sous le gouvernement Kerensky. Les bolcheviks ont pris le pouvoir à travers les soviets entre-temps et les forces militaires du gouvernement Kerensky ont été défaites. On se souvient de la prise du palais d'hiver à Pétrograd, des événements à Pétrograd, tout à fait historiques. À ces élections, auxquelles participent 60% de la population en âge de voter, ce qui est quand même, aujourd'hui, on dirait que 60%, c'est un bon taux de participation. Surtout dans un pays comme celui-là. Absolument.
Les sociaux-révolutionnaires, donc gauche, un peu intermédiaire entre les bolcheviks et les sociaux-démocrates mencheviks, font 40%, les bolcheviks obtiennent 24%, et les mencheviks divisés en quelques chapelles, 5-6%. Lénine, à l'issue, il y a une première réunion de l'Assemblée constituante. Il y a même un président qui est de l'Assemblée qui est nommé. Logiquement, c'est un social-révolutionnaire. Et Lénine ordonne la dissolution de l'Assemblée. Alors, est-ce qu'il n'y a pas deux mouvements dans la Révolution d'octobre? D'un côté, le mouvement de la base, des soldats déserteurs, des ouvriers, des paysans sans terre, des pauvres contre la misère, et la force des soviets qui finit par renverser le gouvernement Kerensky. Et puis il y a une deuxième étape, celle-là, dont on parle relativement peu dans les livres d'histoire orthodoxes, je dirais, où là, le parti bolchevique, qui représente à ce moment-là 20% de l'électorat, commet une forme de putsch antidémocratique. Est-ce qu'il ne faut pas dissocier ces deux étapes? Non, j'ai déjà répondu indirectement à ta question. Dans l'esprit des bolcheviks, ils sont l'avant-garde d'un mouvement plus large qu'ils doivent donc conduire. Et dans quel esprit? L'esprit de Marx, en 1848. Les forces les plus avancées doivent dépasser les objectifs de la bourgeoisie démocratique et aller vers le socialisme. Sans démocratie parlementaire. Sans démocratie parlementaire, oui. Les soviets, c'était, à l'époque, ça a pris un autre sens avec le temps. Disons que c'était le Conseil ouvrier et paysan, donc vraiment le pouvoir de la base. Ça a pris un autre sens, évidemment, avec l'Union soviétique de l'époque stalinienne. Mais à l'époque, c'était ça, les soviets. C'était autre chose que ce que c'est devenu. Alors, et je le répète, dans l'esprit de Lénine, on allait vers une révolution européenne. Bien. Nous sommes en Belgique, donc différence quand même entre la Belgique et l'Allemagne ou la Russie, c'est que la Belgique est occupée par les forces allemandes. Souvenons-nous d'ailleurs que c'est en Belgique, si je ne me trompe pas, fin juillet 1914, que se tient une réunion de la dernière chance de l'Internationale socialiste sous la présidence d'Emile van der Velde, auquel tu faisais allusion tout à l'heure, Claude, et qui, à ce moment-là, appelle solennellement tous les peuples d'Europe à ne pas s'engager dans une guerre fratricide. Jean Jaurès prend la parole, et la délégation des socialistes et des sociodémocrates allemands se rallie à l'appel, et puis tourneront kazakh très rapidement et voteront les crédits de guerre, alors que le Parti social-démocrate allemand était le premier parti en Allemagne à cette époque. La révolution bolchevique se déclenche. Comment réagit, non pas le Parti socialiste, ça s'appelait le POB à l'époque, qu'est-ce qui se passe au niveau du POB? Donc on comprend bien dans ton livre qu'il est déchiré. Majoritairement, la ligne s'établit patriotique et contre la révolution bolchevique. Pourtant, en France, en 1920, il y a eu le congrès de Tours, et les délégués au congrès de Tours, donc les délégués du Parti socialiste, appelaient à se prononcer oui ou non, se rallie-t-on à la révolution bolchevique, à l'internationale communiste. Très majoritairement, les délégués choisissent le ralliement à l'esprit de la révolution bolchevique, et de là naît le Parti communiste, qui, par rapport au Parti socialiste, reposait en tout cas sur un vote majoritaire. En Belgique, les choses se sont passées d'une façon fort différente. Pourquoi ces différences en Belgique, et comment se sont-elles marquées, exprimées au sein du POB? C'est toute l'histoire. Les socialistes de gauche français
avaient derrière eux une tradition qui commence en 1789, qui se poursuit en 1830 et en 1848, et enfin, et là c'était toujours très présent dans les esprits, la Commune de Paris. C'est une tradition révolutionnaire qui se trouve dans le climat de l'époque une occasion de s'épanouir. Et elle s'épanouit dans le congrès de Tours. L'histoire sociale de la France et celle de la Belgique n'ont rien de commun. N'ont rien de commun. Est-ce que c'est le seul aspect qui explique que... Pas seulement le seul aspect, parce qu'en France, la notion des impérialismes, y compris l'impérialisme français, était présente dans beaucoup d'esprits. L'impérialisme belge, même si De Broecker avait dit un jour, à juste titre, qu'avec la colonisation du Congo, la Belgique entrait dans un monde qui n'était plus celui d'avant. Il avait dit que c'était intelligent. Mais non, ce qui était évident, c'était que la Belgique avait été honteusement agressée par l'Allemagne pour des buts purement militaires. Et on comprend que la population était indignée et qu'on considérait que la première chose à faire, c'était de chasser les Boches, on disait à l'époque, du pays, avec toutes les armées capables de le faire. Ce qui explique peut-être que dans la population, comment dire, l'armistice et le désengagement de la guerre des bolcheviks, et puis la paix de Brest-Litovsk, avec les Allemands, était perçue comme une trahison de la part des bolcheviks. Oui, en tout cas un handicap compte tenu de nos intérêts. Et de l'occupation de la Belgique par les forces allemandes. Perçu très largement de cette façon. Est-ce qu'on ne peut pas expliquer aussi le fait que le PEB majoritairement se soit détourné de la voie bolchevique par une conception plus pragmatique du socialisme en Belgique, au fond, par le mouvement des mutuelles, par les coopératives, par les luttes de terrain, par l'importance donnée à l'articulation entre les mouvements sociaux, mais aussi les luttes parlementaires et politiques, l'importance aussi de la revendication du suffrage universel. Oui. Les socialistes belges avaient suivi un chemin peut-être un petit peu différent des socialistes français. Tout à fait. D'ailleurs, un chemin qui n'était pas critiquable compte tenu des réalités belges. Mais disons qu'en 1913, quand on tient compte de ce que le monde était devenu, et là, l'idée de Broecker a tout son sens. Il était un peu absurde, c'était la pensée de Van der Velde, absurdement, de penser qu'on allait construire le socialisme en Belgique grâce à une majorité parlementaire socialiste, acquise petit à petit, alors qu'on venait encore de vivre une grève générale qui fut une catastrophe. En 1913. Donc les traditions politiques de ces deux pays sont tout à fait différentes. D'ailleurs, l'histoire montre assez facilement pourquoi il en était ainsi. L'histoire de Belgique et celle de la France n'ont vraiment rien de commun. Oui, mais au fond, il y a trois visions possibles. C'est de dire que le pouvoir, les transformations radicales se conquièrent par la force, par les soviets. C'est de dire ce qui peut être le langage de certains socialistes d'aujourd'hui, que c'est uniquement par voie parlementaire que les choses se transforment. Et puis il y a une troisième voie qui est de dire qu'il faut les deux. Il faut le mouvement social, le mouvement des citoyens, de la société civile, et le relais politique dans les parlements, et qu'il y a une dialectique entre les deux. Oui, il y a une question aussi j'en reviens à ce que tu as disais tout à l'heure, il y a l'analyse des rapports de force. Dans l'esprit des bolcheviks, le rapport de force permettait d'espérer une conquête révolutionnaire. En Belgique, non. Au sein du POB, donc à cette époque-là, Joseph Jacques Motte, dont on a évoqué le nom, qui était cofondateur, mais figure emblématique de la création du Parti communiste belge en 1921,
était en fait un militant du POB. Il était responsable syndical à Bruxelles, assez populaire au demeurant. Il a, je ne sais plus très bien en quelle année, mais créé une tendance de gauche au sein du POB qui s'appelait l'Exploité, les Amis de l'Exploité, l'Exploité étant le journal, l'expression de cette tendance de gauche. Au fond, quelle est la position que Jacques Motte et ses amis de l'Exploité ont eue par rapport à la révolution bolchevique? Ils ont attendu quand même assez longtemps avant de se dissocier du POB. Je parlais d'abord des forces. Oui. C'est très curieux, c'est à Gand que le premier groupe communiste déclaré a été créé par Van de Sompe, dont la photo est d'ailleurs dans... Qui était un militant des jeunes gardes socialistes. Oui. Et alors c'est aussi dans les jeunes gardes socialistes que s'est créé le Parti communiste, le premier Parti communiste, s'affiliant à la Troisième Internationale. Lancé par Lénine en 1919, je crois. Oui. Lénine disant à l'époque que si ça échouait, on rentrerait dans la Deuxième Internationale. Donc il faut tenir compte aussi de l'habileté tactique nécessaire dans des combats de ce genre. Alors où j'en étais, c'était... au premier noyau communiste, c'est intéressant, qui ont surgi en Flandre et qui se sont affiliés, je veux dire, comme ça, spontanément à l'international sous la direction de Van Warstraat, qui devint plus tard trotskiste. Jacques Motte ne voulait pas le faire. Il voyait dans les Amis de l'Exploité une force politique qui, à l'intérieur du POB, pourrait créer une force politique suffisamment large pour que le parti que l'on créerait ne soit pas une fiction ou une secte. Il insistait beaucoup sur l'importance de ne pas créer de secte. C'est dans cet esprit-là qu'il a attendu plus longtemps pour créer le parti avec Van Warstraat, d'ailleurs, en 1921. Oui, d'un côté, Van Warstraat avait l'ouvrier communiste, donc c'était... Et de l'autre côté, il y avait Jacques Motte avec les Amis de l'Exploité. Et donc l'international communiste les a mariés quelque part en disant mettez-vous ensemble pour créer un parti. Au sein du POB, donc tu nous expliques bien que Jacques Motte au début n'était pas chaud de quitter le POB, mais préférait mener un combat en interne. Quelles étaient les différentes tendances au sein du POB par rapport à la révolution bolchevique? Est-ce qu'il n'y avait pas des différences aussi entre certains qui étaient radicalement contre l'irruption des masses, et les soviets, etc., et d'autres qui voyaient peut-être la révolution bolchevique d'un bon œil? Tu as cité les Van der Velde avant la guerre, mais qui peut-être n'étaient pas d'accord avec les méthodes utilisées par les bolcheviques. Est-ce que tous étaient sur la même longueur d'onde? Non, pas tous sur la même longueur d'onde, mais il y avait certainement, non seulement parmi les militants, mais aussi à la base, des sentiments d'intérêt vis-à-vis de cette révolution, puisque les dockers d'Anvers se sont mis en grève parce qu'on voulait qu'ils chargent les navires d'armement pour les Russes blancs. Donc ça montre bien que dans une certaine fraction de la classe ouvrière telle qu'elle existait à l'époque, les dockers, c'était comme les sidérurgistes. C'était l'avant-garde. C'était l'avant-garde ouvrière réelle de base. Un sentiment de sympathie peu cohérent, un sentiment existait à l'égard de cette révolution. Mais après l'arrêt des combats, il est compréhensible que tant que les combats ont duré, tant que les forces allemandes ont occupé la Belgique, le sentiment anti-allemand, anti-Bosch dominait. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi, de la part de certains dirigeants de l'époque du POB, qui ne se sont pas rangés à l'avis de Joseph Jacques Motte, quand Joseph Jacques Motte était au POB et défendait ses idées,
aussi une lecture marxiste. Tu citais Van der Velde se référait au marxisme. Et de Mann, qui virait bien à droite. De Mann et de Bruckner étaient les plus marxistes dans l'entre-deux-guerres. Non, avant la guerre, la Première Guerre mondiale, de Mann et de Bruckner défendaient au sein du POP des idées marxistes, ou en tout cas qu'ils croyaient marxistes. Et puis ça s'est évaporé. Finalement, si je reprends la position de Mann et celle de Bruckner, ils ont fait une lecture des événements d'octobre 1917 à la lumière de ce qu'ils estimaient être le marxisme, mais finalement différente d'autres qui, à partir des mêmes sources, tiraient des conclusions contraires. Par commencer par Kautsky. C'était un marxiste avéré. Oui. Mais bon. Finalement, ma question est un peu provocante, mais est-ce que de Bruckner et de Mann n'avaient pas raison? Je ne crois pas, non. Non. Je crois que, par exemple, je le dis d'ailleurs dans ma postface, il était impossible en Belgique de ne pas tenir compte qu'il fallait faire face à l'agresseur. C'était impensable. Donc, ça nécessitait une position qui a été celle anti-allemande. On se bat pour la défense du pays contre son agresseur. Une autre position était impensable, impossible. Mais, à partir du moment où la révolution soviétique a éclaté, en mettant en avant des mots d'ordre de paix, etc., je crois que des marxistes réels auraient dû au moins proposer ce que les dockers d'Anvers ont fait sans qu'on le leur demande, soutenir la révolution, dans les conditions concrètes de la Belgique et en tenant compte de nos réalités, ce qui était parfaitement possible. Et ce que proposait Joseph Jacquemot. C'est exactement, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est resté dans le POB si longtemps. C'était dans cet espoir. Il y a, en relisant ton livre, parce que je l'avais déjà lu peu de temps après qu'il ne paraisse, tu y fais allusion à un épisode de l'histoire belge assez peu connu. C'est qu'il y a eu, visiblement, je crois début 1918, ou dans le courant de l'année 1918, avant l'armistice en tout cas, des manifestations de soldats allemands en mutinerie, en désertion, protestant contre cette guerre dont ils étaient juste de la charpie. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Ces défilés ont eu un impact en Belgique. J'ai lu aussi que Joseph Jacquemot, toujours au POB, à l'époque, il y a participé à certains moments. Tu peux nous en dire plus? Si les espoirs de Lénine en ce qui concerne la future révolution allemande n'ont pas été exaucés, il est certain que pendant un certain temps, des signes avant-coureurs d'une révolution allemande sont apparus. Notamment dans des mutineries à Bruxelles, jusqu'à Bruxelles et dans les pays occupés, dans le fait que les troupes allemandes qui combattaient à l'Est, après la Révolution russe, lorsque la Révolution russe a éclaté, ont été influencés par cette révolution et ont dû être ramenés vers l'Ouest par les dirigeants de l'armée allemande. Il y avait des troubles. Et il y a eu plus, la manifestation la plus évidente de la possibilité, point d'interrogation, d'une révolution en Allemagne, c'était en Bavière, où il y a eu carrément là une révolution et l'ébauche de la fondation d'un État socialiste. Donc c'était pas totalement... C'est assez piquant quand même, excuse-moi de t'interrompre Claude,
en Bavière, qui est aujourd'hui Munich, la place forte de la partie la plus conservatrice du Parti social-chrétien allemand. Il y a eu une commune remarquable à Bavière à l'époque. Munich était une ville très ouvrière. C'est comme partout, là. Il y a une dimension sociologique. Hein. Oui. Donc ces mutineries, ces mouvements de désertion en Belgique, ces manifestations n'ont pas eu beaucoup d'impact dans la population belge à l'époque. Je ne crois pas, non, c'était la victoire, au contraire. Foutait le camp. Oui. Alors on a déjà... ben oui, les gens étaient soulagés. Il faut quand même rappeler que en dehors même des combats militaires, qui ont été une boucherie sans nom, la population civile a payé un tribut extrêmement lourd. Alors, finalement, on peut dire que le camp occidental a gagné la guerre 14-18 plus par la désertion et le mouvement à l'intérieur des troupes allemandes que par une victoire militaire nette et sans bavure. En partie. N'oublions pas le million de soldats américains qui étaient arrivés en support, en renfort. Oui. On a Parce que la dernière offensive allemande a frôlé la victoire. Hein. Oui, absolument. Mais je crois que l'arrivée d'un million d'Américains, ça a quand même été... Même si ça n'a pas eu l'effet exagéré qu'on a parfois invoqué, mais malgré tout, ça a pesé lourd. Dans le mouvement révolutionnaire international, l'idée était que le pays le plus propice, où les conditions étaient les plus favorables à l'émergence d'une révolution, c'était l'Allemagne plus que la Russie. Oui. Le paradoxe est qu'il y a eu une tentative révolutionnaire en Allemagne, donc fin 1918, après l'armistice et début 1919, mais qui a échoué. N'oublions pas que les Alliés n'étaient pas favorables à ces révolutions allemandes. Hein. Les Français ont même financé les corps francs, les milices privées du gouvernement allemand contre les révolutionnaires. Et alors, toute l'armée allemande n'était pas en état de mutinerie. En Allemagne, beaucoup de gens croyaient que l'Allemagne n'avait pas perdu la guerre. Ils l'ont cru lorsqu'ils ont vu, par exemple, les troupes allemandes venant de Belgique et de France défiler triomphalement dans leurs rues avec des généraux qui disaient que nous n'avons pas perdu la guerre, ce sont les politiciens qui nous ont trahis. Ça a eu un impact considérable sur l'état d'esprit du peuple allemand. Deux figures emblématiques de la Commune de Berlin, de la révolte ouvrière et militaire. En Allemagne, c'était Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg, pacifistes acharnés. Tous les deux ont fait de la prison pendant la guerre 14-18 en Allemagne, qui représentait le courant pacifiste au sein du Parti social-démocrate allemand. Ils ont fondé d'abord le mouvement Spartacus, c'était les Spartakistes, qui étaient, si je ne me trompe pas, une dissidence au sein du SPD, et puis ils ont fondé le Parti communiste allemand. Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht ont été assassinés début 1919. Oui. Ça a contribué sans doute à la chute des mouvements révolutionnaires allemands. Mais il y avait néanmoins des divergences de vues entre Rosa Luxemburg dans sa manière de conduire les mouvements et Lénine. Rosa Luxemburg avait reproché à Lénine sa violence, son extrémisme, mais elle n'était pas d'accord en 1918 avec certaines modalités de la révolution d'octobre et certains comportements déjà de Lénine par rapport aux socio-révolutionnaires et par rapport aux mencheviks. Elle ne voyait pas les choses de la même manière. Pas tout à fait de la même manière, mais c'est normal qu'il y ait eu à l'époque, dans une situation aussi complexe, des vues contradictoires. C'est tout à fait normal. Je ne pense pas qu'on aurait pu l'éviter. Est-ce que les Spartakistes, emmenés par Rosa Luxemburg et Liebknecht, étaient contre la voie parlementaire ou est-ce qu'ils
Ils estimaient, au contraire, c'est un peu la troisième voie que j'ai esquissée tout à l'heure d'une manière un peu réductrice, que la voie parlementaire ne se justifiait que s'il y avait des mouvements puissants de masse qui impactent sur le politique. Oui, bien entendu. Oui. Alors, mais la situation allemande et la situation russe étaient tellement différentes que nécessairement, comme on l'a vu dans toute l'histoire du mouvement d'ailleurs, des divergences devaient exister. Claude, nous avons démarré notre entretien en nous demandant qu'est-ce qu'on peut retenir d'un point de vue historique et utile avec les aléas, les bonnes choses, les mauvaises choses de la Révolution d'octobre, dont on va commémorer très bientôt le 100e anniversaire. Aujourd'hui, dans le contexte de la Belgique d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiendrais de positif, d'utile à connaître, dont on peut s'inspirer dans la dynamique de la Révolution d'octobre pour les luttes dans un contexte, tu l'as dit plusieurs fois, très complexe, parfois chaotique? Quels sont les enseignements utiles à retirer dans le contexte belge aujourd'hui? Je crois que ça demande une réflexion qui n'a pas encore commencé. Et je n'ai pas la prétention, moi tout seul, de tirer les enseignements de toute cette époque. Je crois qu'il faut considérer que la révolution russe, au cours d'un long processus historique, animé par la classe ouvrière, et plus précisément par la classe ouvrière d'après la Commune de Paris. C'est un moment de changement. A fait ce qu'elle a pu. Et elle a donné dans son combat, dont l'aboutissement a été l'essai de création de pays socialistes, non plus dans un seul pays, mais dans plusieurs, voire la Chine, il y a là matière à réflexion, et il faut aussi tirer les conclusions de nos échecs. Il faut tirer les conclusions du fait que les révolutionnaires de demain, nous n'en avons pas encore beaucoup aujourd'hui, ne sont plus du tout ceux qui ont fait ces révolutions. C'est-à-dire le prolétariat des mines, de la sidérurgie et des ports. La dimension sociologique du problème est énorme. Et on ne fait que l'aborder. On a commencé à la connaître alors que nous étions encore un parti relativement représentatif. Et même en France, un parti, ou en Italie, tout à fait représentatif. On a eu ça a commencé avec 68. Et de tout cela, nous n'avons pas encore tiré les conclusions. Si, des éléments, des bribes. Mais pour pouvoir tirer des conclusions, il faut aussi avoir des prévisions scientifiques alors, quant à l'avenir. Or, l'avenir est extrêmement brouillé. Claude, si des jeunes de 20, 30 ans nous regardent et nous entendent, oui. Tu as eu la sagesse de dire que les réponses ne sont pas faciles, que tout demande une analyse sérieuse tenant compte des mutations de la société très profondes, qu'on est dans une période de chaos où il nous faudra du temps pour retrouver des bons chemins. Mais on était, je crois, d'accord pour dire que les utopies sont plus que jamais nécessaires, à condition qu'on les mette en application. Et qu'on tienne compte du rapport de force. Et qu'on tienne compte du rapport de force. J'ai un exemple. Oui. C'est de Marx même. Il a soutenu la Commune de Paris en disant que c'était un premier signe, un grand changement. Mais il a aussi critiqué. Et qu'est-ce qu'il a dit? On ne connaît pas bien cet épisode-là. Dans sa critique des communards, ils ont commis l'erreur de ne pas occuper le ministère des Finances. Et à partir de cette position de force, de négocier. De négocier avec les Versailles. Ça, c'est le rapport de force. Commune de Paris, 1871. 1871. Avec une classe ouvrière qui se transforme.
Alors nous sommes dans une situation, je ne dirais pas comparable, mais un peu du même genre. Ça veut dire que l'utopie, aujourd'hui, ce serait à réaliser, ce serait de plus s'intéresser au rôle de la finance et à retrouver une souveraineté financière et de ne pas se mettre sous domination de groupes multinationaux. Même Eisenhower, quand il a quitté la présidence des États-Unis, où il avait connu de grandes difficultés, a eu l'audace de parler du complexe militaro-industriel, en le critiquant. Il règne de plus en plus. Comment le combattre? Regarde les usines qu'on ferme. C'est ça la question. On voit des grandes usines chez nous en France, on les abandonne. Les patrons sont aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? On voit bien que les ouvriers et ceux qui les soutiennent cherchent une solution. Mais on voit bien aussi qu'ils tâtonnent. En tout cas, il faut soutenir ceux qui combattent. Et chercher avec eux les solutions à la fois qui fassent avancer les choses, mais qui soient réalisables. Et qui suscitent une union aussi. Et qui suscitent une union. Est-ce qu'au fond, les mots d'ordre du Front populaire en France, désormais célèbres, pain, paix, liberté, est-ce qu'ils ne gardent pas une terrible actualité? Si. Mais j'écoute l'oreille critique, les informations, et je lis les journaux d'un œil critique. Actuellement, ce qui domine dans l'opinion publique, y compris parmi les gens qui sont des démocrates, c'est la peur du terrorisme, avec les connotations racistes que ça comporte. Que faut-il répondre à ça? Il faut répondre à ça. Il y a des réponses honnêtes, mais on voit bien qu'on tâtonne. Alors moi je crois que les jeunes dont tu parles, moi je leur fais confiance. Je crois qu'il faut leur donner, pas des conseils, mais des éclaircissements sur le passé, sur ce que nous avons fait, ce qu'il faut retenir de ce que nous avons fait. Mais il faut aussi être très attentif à ce qu'ils demandent, à ce qu'ils veulent, aux solutions qu'ils proposent. Et là, place à mes cadets. Place aux jeunes. Claude, nous n'avons pas tout dit. Non, nous aurions pu poursuivre encore très longtemps cet entretien. Je te remercie beaucoup. On va se dire à bientôt. À bientôt. Et les machines de